Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je déconseille fortement aux âmes sensibles et aux enfants de regarder cette vidéo. Je vous emmène aujourd'hui en Finlande, plus précisément au bord du lac Bodom. Je vous conseille de rester après la présentation musique et film, car il y a une histoire bonus. Dans cette histoire bonus, il y a un suspect en commun avec la première. Le lac Bodom, en finnois Bodomenjärvi, est un lac finlandais situé dans le quartier de Bodom de la ville d'Espoo. Il se situe à plus ou moins 20 km d'Helsinki. C'est un endroit bucolique où il fait bon vivre. Il est entouré de bouleaux et de pins. Il offre des plages où les visiteurs peuvent faire du volley, jouer au frisbee, camper, pêcher, et où les ornithologues peuvent venir admirer différentes espèces d'oiseaux. Le samedi 4 juin 1960, deux couples d'adolescents décident d'aller camper au bord du lac. Seppo Antero Boisman avait eu 18 ans en janvier et était apprenti électricien. Sa petite amie, Anja Tuulikki-Maki, venait de fêter ses 15 ans. Son père avait refusé de la laisser aller au lac avec ses amis, mais elle avait persuadé sa mère de la laisser participer au camping. Nils Willem Gustafsson, 18 ans, et sa petite amie Meili Irmeli Björklund, à 2 jours de ses 16 ans, étaient également de la fête. Ils arrivèrent au lac sur les motos des deux garçons. L'après-midi et la soirée se passent tranquillement. Les 4 amis pêchent, nagent, et les 2 garçons boivent de l'alcool, de la vodka pour être précise. Dans la nuit, Meili écrit dans son journal intime que les 2 garçons étaient ivres à 2 heures du matin et que Seppo était allé à la pêche. Le 5 juin à l'aube, 2 garçons qui observaient les oiseaux ont vu un homme blond sortir de la tente des ados qui s'étaient effondrés. Ils n'ont pas pensé qu'un horrible crime venait de se produire. Il faut donc attendre que Risto Siren, un menuisier qui faisait son jogging au bord du lac, fasse la terrible découverte à 11 heures du matin. La police arrive à midi. De nombreux curieux sont entre-temps venus piétiner la scène de crime. Le corps de Nils se trouvait en dehors de la tente, la tête en sang. Il souffre de plusieurs fractures du visage et d'une commotion cérébrale, mais il est toujours en vie. À l'intérieur de la tente, les corps des 3 autres ados gisaient, entortillés dans la toile de la tente. Il semblerait que le tueur ait coupé les cordes qui tendaient celles-ci. Les blessures des victimes sont impressionnantes. Tous avaient la mâchoire brisée et ils avaient été poignardés et battus avec un objet contondant. Meili, la petite amie de Nils, est celle qui a subi le plus la rage du tueur. Elle a reçu plus de 15 coups de couteau et a même été frappée après sa mort. Elle avait le bas du corps dénudé à partir de la taille. Le tueur a frappé les ados de l'extérieur de la tente par les côtés. Les motos des 2 garçons sont toujours appuyées contre les arbres là où ils les avaient laissés la veille. Cependant, les clés avaient disparu. Une partie des vêtements, leurs montres, leurs chaussures et leurs portefeuilles sont également manquants. Seppo avait avec lui un couteau qui a également disparu. Une partie de ces objets sera retrouvée à plus ou moins 500 mètres de la scène de crime, dont les chaussures de Nils. Il sera établi que le tueur les portait lors des meurtres, car il y avait beaucoup de taches de sang à l'extérieur des chaussures, mais aucune à l'intérieur. C'est un détail important pour plus tard. Les journaux vont critiquer vivement la police pour sa gestion désastreuse de l'affaire, car la scène de crime a été piétinée par un bon nombre de curieux et les policiers n'ont pas fait d'enregistrement de leur découverte. Les bords du lac sont fouillés avec l'aide de l'armée, mais les armes ayant servi au crime sont introuvables. L'objet contondant aurait pu être une grosse pierre, et l'arme blanche un très grand couteau, voire une hache. Nils étant le seul survivant, il fut bien sûr interrogé une fois remis de ses blessures.
Il a mis du temps à se rétablir et il s'était même réveillé en pensant avoir été blessé dans un accident de voiture et ne se souvenait plus de rien. La mémoire va finir par lui revenir et ce qu'il a dit est glaçant. Il va expliquer avoir vu un homme avec des yeux rouges vifs venir vers eux entre 4 et 6 heures du matin. Sous hypnose, il va établir un portrait robot de cet homme. Les funérailles des jeunes victimes ont lieu le 13 juin, dans la ville de Tikurila, et ils ont été enterrés ensemble. La maman de Ania Tuulikki suivra sa fille dans la tombe 6 mois après la mort de celle-ci. L'homme au kiosque, Karl Valdemar Gillström. Âgé de 50 ans à l'époque, Gillström avait un kiosque en bois sur les bords du lac où il vendait des friandises et des boissons. Les deux jeunes hommes, Nils et Sepio, lui auraient acheté des limonades le 4 juin en arrivant. Gillström est connu pour sa haine des campeurs, surtout si ceux-ci s'installent sur ce qu'il considère comme son territoire. Il coupe les cordes des tentes et lance des cailloux sur les malheureux qui ont l'audace de s'installer chez lui. Il avait des soucis psychiatriques et était alcoolique. Un soir, dans un état d'ivresse avancée, il a avoué à un de ses voisins être le tueur des ados. La police a enquêté, mais il avait un alibi pour les meurtres. Sa femme a dit qu'il avait bien passé la nuit avec elle. Il avait un puits dans sa cour qu'il a comblé après les meurtres. Il est décédé le 2 août 1969 en se noyant dans le lac. Après son décès, sa femme a reconnu avoir menti pour son alibi, car il avait menacé de la tuer. Sa propriété et le puits ont été fouillés, mais sans résultat. Pauli Kustaa Luoma. Je n'ai pas trouvé de photo de lui malheureusement. C'était un prisonnier en fuite au moment des meurtres. Il avait été aperçu sortant de la forêt avec sa chemise tachée de sang. Les autorités ont fini par l'attraper, mais il avait un alibi pour la nuit des crimes. Pentti Suoninen. Pentti était un homme d'entretien au casier judiciaire chargé pour des faits de violence. Il avait 15 ans au moment des crimes et habitait près d'Espoo. À l'âge de 24 ans, alors qu'il était en prison, il aurait avoué les meurtres. Les policiers vont l'interroger, mais ce ne fut pas concluant. L'homme était psychotique et mythomane. Il abusait de drogue et d'alcool. Il s'est pendu en 1969 à la gare de Toijala lors d'un transfert vers une prison. Hans Assmann. Hans est né le 9 décembre 1923 en Allemagne. La rumeur dit qu'il était nazi et faisait partie du KGB. Le 6 juin 1960, il s'est présenté dans un hôpital d'Helsinki pour des douleurs abdominales. Il a un comportement très étrange. Il est agressif, nerveux et très sale. Ses vêtements sont remplis de taches rouges. Le personnel de l'hôpital est tellement interpellé par cet homme que le directeur a appelé la police. Il n'a été que brièvement interrogé et ses vêtements ne seront pas analysés alors qu'il correspond au signalement et qu'il vit à 5 km du lac. Il était déjà soupçonné de 2 autres crimes non résolus. Il est décédé le 19 juin 1998 à l'hôpital d'Anderyd en Suède. Les 2 pêcheurs. 2 hommes qui pêchaient sur le lac lors des faits n'ont jamais été identifiés. Ils ne se sont jamais manifestés malgré les appels à témoins et le battage médiatique dont l'affaire a fait l'objet. Ils sont même partis en laissant sur place leurs poissons et leur matériel de pêche derrière eux. Sont-ils suspects ou ont-ils vu quelque chose qui les a réellement effrayés? L'homme à l'enterrement. Lors des funérailles, un homme ressemblant trait pour trait au portrait robot fait d'après le témoignage de Nils est photographié par la presse. On ne l'a jamais identifié. Nils Gustafsson. Étant le seul survivant et les faits ayant été commis par une personne qui portait ses chaussures, Nils fut bien sûr suspecté. En 2004, 44 ans après les faits, alors qu'il vivait une vie de famille tranquille et travaillait comme chauffeur de bus, Nils a été arrêté. Les pièces à conviction ont été réétudiées. Elles avaient été bien conservées et ont permis de faire des analyses ADN. Celles-ci ont montré qu'il n'y a aucun ADN étranger à celui des 4 ados sur les pièces. Sur les chaussures de Nils, qui étaient, rappelez-vous, portées par le tueur, il y a l'ADN des 3 victimes décédées
mais pas une seule trace du sang de Niels. Selon l'accusation, Niels aurait voulu avoir des relations sexuelles avec sa petite amie qui aurait refusé. Une bagarre aurait éclaté entre Niels et Seppo, d'où les blessures de Niels, et Niels aurait fini par tuer tout le monde sous le coup de la colère. C'est pourquoi Maïla aurait été retrouvée à moitié nue et a reçu le plus de coups de couteau. La défense met en avant les blessures subies par Niels. Il n'aurait pas été en état de tuer les autres et d'aller cacher les objets volés et les armes du crime. Il a été acquitté le 7 octobre 2005 et a reçu la somme de 44 900 € en dédommagement de sa détention préventive. Le lac et ses abords sont toujours fouillés à l'heure actuelle par des détectives amateurs avec l'aide de détecteurs de métaux qui espèrent retrouver un jour ces armes, sans aucun succès. À Helsinki, une escape room a été créée sur le thème des meurtres. Je trouve quand même ça d'un goût douteux, mais bon. Le film Vendredi 13. Il n'y a rien d'officiel, mais ce film est très ressemblant à ce qui s'est passé au lac Bodom. Un homme mystérieux surgit de nulle part qui s'attaque à un groupe de campeurs qui ont installé leur tente au bord du lac. Dans le film, le lac s'appelle le Crystal Lake et il ne reste qu'un survivant. Les créateurs du film ont toujours nié s'être inspirés de notre affaire. Je vous mets une photo de comparaison du lac Bodom et du décor de Crystal Lake pour le film. À vous de vous faire votre opinion. En 2014 sort Bodom, un film hongrois inspiré des meurtres. Le 19 août 2016, ce sont les Finnois qui sortent Lake Bodom. Le film raconte l'histoire de deux couples qui vont camper sur les lieux du crime. Ce qui, vous vous en doutez, va mal se finir pour eux. Le groupe de death metal mélodique Inert devient le groupe Children of Bodom. Les 5 membres du groupe sont originaires d'Espoo. Leur mascotte n'est autre que la grande faucheuse, qu'ils ont gentiment nommée Roy. Le groupe s'est séparé en 2019. Pour la deuxième histoire, je vous emmène à Isojoki, qui se situe à l'ouest de la Finlande. C'est un très bel endroit boisé et calme. C'est là que vivait Kiliki Sahari, une belle jeune fille de 17 ans. Pour avoir plus facile, je vais l'appeler Kili. Elle était la cadette des 6 enfants de Vielmina et Enyo Sahari. Elle était très heureuse dans sa famille et se montrait plus timide et réservée en présence d'inconnus. Elle était également très pieuse et se rendait régulièrement à l'église en vélo. 13 km séparent son domicile de cette église. Début septembre 1952, Kili a commencé à travailler pour le pasteur de la ville. Le matin du dimanche 17 mai 1953, Kili s'est rendue à l'église pour assister à la messe. À son retour, elle était agitée, stressée, pas comme d'habitude. Elle s'est préparée pour un événement spirituel pour les jeunes qui avait lieu ce même soir, à 18 h. Elle avait un peu peur du retour après cet événement, car il ferait noir pour le trajet qui la ramènerait chez elle. Vers 22 h, Kili prend le chemin du retour et est accompagnée sur une partie du trajet par son amie Mahayu. Leur chemin se sépare vers 22 h 30. Kili n'arrivera jamais chez elle. Les parents de Kili ne se sont pas tracassés tout de suite de l'absence de leur fille, car il lui arrivait souvent de dormir plusieurs jours chez son amie Mahayu. Ce n'est que le mardi, lorsque le pasteur s'est inquiété de son absence au travail, qu'ils se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas. Ils ont donc signalé la disparition à la police. Le mercredi 20 mai, une battue est organisée. Elle démarre de l'endroit où les 2 jeunes filles se sont séparées. Ni Kili ni son vélo ne seront retrouvés. Le lendemain, c'est au tour des forêts et marais d'être fouillés. Plus de doute pour la police à ce moment-là, il s'agit d'une affaire criminelle. Un fermier qui allait faire ses livraisons de lait avec son fils va expliquer à la police avoir vu, le 18 mai au matin, les traces de pneus d'une voiture qui aurait fait demi-tour et des empreintes de pas près de traces d'un vélo. Du verre avait été brisé et il y avait eu selon eux des traces de lutte. Bien sûr, la disparition de Kili n'étant pas connue à ce moment-là, ils ne sont pas venus le signaler plus tôt à la police et les traces ont disparu depuis. Une autre personne va déclarer avoir entendu, la nuit du 17 mai vers 23 h, un cri de femme.
Un autre témoin va dire avoir vu, toujours aux environs de 23 heures, une voiture de couleur crème passer avec un pneu de vélo dépassant du coffre. 3 autres personnes qui ne se connaissaient pas vont également témoigner avoir vu une voiture crème avec un pneu de vélo qui dépasse du coffre. Les garagistes du coin seront interrogés, mais ils ne connaissent pas cette voiture. Le 22 juillet 1953, 2 cueilleurs de baies découvrent un pneu de vélo dépassant d'une tourbière. Ils réussirent à sortir le vélo de la tourbe. Les pneus avaient été dégonflés pour que le vélo coule plus facilement. Il s'agit bien du vélo de Kili. L'endroit se trouve en forêt, loin des grandes routes. Celui qui a déposé le vélo devait connaître cet endroit. La bicyclette était intacte, mis à part quelques griffures sur le côté droit. Le 10 octobre, vers 9 heures du matin, un homme découvre une chaussure de femme, une écharpe et une chaussette d'homme. La famille de Kili reconnaît sa chaussure. Le lendemain matin, un certain Ilmari Yetoaya est attiré par une branche de pin plantée bien droite dans les marais. Il la retire et voit que quelqu'un l'a bien taillée pour qu'elle rentre bien dans le sol. Une odeur immonde s'est dégagée dès qu'il a retiré la branche. Il a averti les autorités qui ont ensuite déterré le corps de Kili. Selon le médecin légiste, la mort est due à des coups avec un objet contondant. Le nez et les pommettes sont brisés. L'état de décomposition avancé du corps ne permet pas de dire s'il y a eu agression sexuelle ou pas, ni même si elle s'est débattue. L'assassin serait gaucher. Fait étrange, la zone où le corps a été trouvé avait été fouillée avant, sans que rien ne soit découvert. La seconde chaussure de Kili sera retrouvée le 14 octobre. Kili est inhumée le 25 octobre 1953. Elle est accompagnée vers sa dernière demeure par une foule impressionnante. Ce crime a marqué durablement la population. La police va interroger des milliers de personnes. L'enquête se propage même jusqu'en Suède, mais en vain. Kakuko Kaverno était le pasteur chez qui Kili travaillait. Il n'était pas très net et avait des relations sexuelles avec de très jeunes filles. Il a déjà souvent été obligé de déménager à cause du scandale causé par ses écarts. Et il n'hésitait pas à utiliser la violence pour parvenir à ses fins. Kili avait souvent passé la nuit au presbytère. Cependant, il avait déménagé dans une autre ville 3 semaines avant la disparition et ne possédait pas de voiture. Il avait également un alibi pour cette soirée du 17 mai. Vittori Limustiva, un homme de 38 ans, est resté longtemps sur la liste des suspects. Il avait un casier judiciaire pour des faits de mœurs et avait dit lors d'un interrogatoire, avant que le corps de Kili ne soit découvert, qu'elle était morte et que personne ne trouverait son corps. Sa sœur lui a fourni un alibi. Il se serait couché à 19 heures ce jour-là complètement ivre. Mais peut-on croire l'alibi de sa sœur? Il est décédé en 1967. Runar Holmström a été accusé d'un double meurtre qui a lieu 6 ans après celui de Kili, c'est-à-dire en 1959. Ces crimes ressemblent à celui de Kili. La police pense donc qu'il a continué de tuer comme il l'avait fait avec elle. Mais il semblerait que notre homme était en prison au moment des faits qui nous intéressent. Je tiens à signaler qu'il a toujours déclaré être innocent des meurtres de 1959. Il s'est suicidé à 37 ans, avant le procès principal, et reste donc innocent de ces 2 meurtres. Et enfin, Hans Assmann, notre ami nazi espion du KGB, suspecté pour l'affaire du lac Bodom. Son épouse va déclarer que la nuit du meurtre, son mari, qui était parti avec un chauffeur vaquer à des occupations certainement pas très légales, est revenu avec une chaussette en moins et ses chaussures trempées. Assmann possédait à l'époque une voiture de couleur crème et il était gaucher. Quelques jours plus tard, il serait reparti avec une pelle et il aurait avoué être responsable de la mort de Kili à un ancien policier. Selon lui, son chauffeur l'aurait percuté par accident et ils l'ont tué pour ne pas attirer l'attention. L'enquête est close fin août 1956, mais toutes les pièces du dossier sont conservées. La famille de Kili pensait savoir qui était le coupable, mais n'a jamais voulu donner de nom. La sœur de Kili, Ali, a fait construire un monument pour Kili dans les marais, afin que personne ne l'oublie jamais.
Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura intéressé. À bientôt pour une nouvelle histoire.